Bienvenue au lancement des États généraux du travail social. J'ai vraiment l'honneur aujourd'hui d'agir comme animatrice et je vais être accompagnée tout au long de cette session, ce lancement, par plusieurs personnes qui font partie de la démarche, dont les gens des partenaires de la communauté, mais également les 3 commissaires qui vont faire partie de la démarche. Quand on m'a contacté en décembre dernier, j'ai dit oui tout de suite. J'ai levé la main avec beaucoup d'enthousiasme parce que je crois que les États généraux du travail social sont nécessaires. Premièrement, c'est vraiment le travail le plus noble du monde que de faire du travail social. Les gens nous laissent entrer dans leur univers, on a l'honneur de les accompagner et on a aussi l'honneur de faire avancer les débats au niveau sociétal en faveur des personnes, des fois les plus vulnérables de la société. Au-delà de ça, je sens présentement un sentiment d'urgence parce que les services sociaux, puis c'est vraiment Leslie Hill qui le dit, votre animatrice personnellement, mais qui sont mis à mal depuis les dernières réformes en santé et services sociaux. Je sens qu'on a besoin de se repositionner comme profession, mais comme acteur aussi, parce que plusieurs acteurs font partie du travail social dans la société. Et quoi de mieux que de faire partie d'une grande consultation, d'une grande discussion sur ce thème du travail social et comment on va façonner le travail social de demain. Alors, j'espère qu'à la fin de cette rencontre, vous allez ressentir la même chose, le même enthousiasme que l'ensemble des personnes que vous allez rencontrer aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner un résumé du déroulement de notre rencontre. Premièrement, on va rencontrer les organisations partenaires qui font partie des États généraux sur le travail social. On va entendre M. Pierre-Paul Malenfant dans quelques instants nous parler d'où vient la démarche, parce que c'est vraiment une démarche qui est initiée par l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Vous allez rencontrer 3 commissaires qui ont accepté de faire partie de cette démarche et vous allez apprendre c'est quoi leur rôle tout au long. Et vous allez entendre aussi l'Institut du Nouveau Monde parler des mécanismes de consultation, le calendrier et on va terminer avec une période de questions. J'invite maintenant M. Pierre-Paul Malenfant, président de l'Ordre, qui a initié la démarche, en fait, à me rejoindre et à vous adresser quelques mots. Monsieur Malenfant. Merci, Leslie. Bien, bonjour tout le monde. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce lancement des États généraux du travail social. D'où ça vient, cette idée-là? On peut bien se demander comment ça se fait que 25 ans après les États généraux de 1998, on va tenir encore des États généraux. En fait, c'est lors d'un lac à l'épaule qui a réuni l'ensemble des membres du conseil d'administration et les membres du comité de direction de l'Ordre qu'à la fin de la rencontre, j'ai fait le bilan de la journée, puis j'ai soulevé la question, est-ce qu'on n'est pas rendu à un point de faire des États généraux du travail social? Ça a été unanime. Et ça a été marqué d'un grand enthousiasme, malgré l'ampleur de la tâche pour mettre en marche ce vaste chantier. Alors, c'est quoi les principaux constats qui sont ressortis de la situation actuelle qui fait en sorte qu'on a besoin d'avoir des États généraux du travail social? On n'a pas besoin de se convaincre du fait que le Québec est confronté comme jamais auparavant à de multiples problèmes sociaux. On pense au vieillissement de la population, à la croissance des inégalités sociales, l'insécurité alimentaire, l'inflation, des entreprises qui ferment de plus en plus maintenant, l'itinérance, la pénurie de logements, la crise dans les CPE, la violence conjugale, combien on a encore de féminicides au Québec, la dévitalisation des régions, la situation critique dans plusieurs communautés autochtones, la crise climatique, sans oublier les nouvelles réalités sociales qui émergent actuellement au Québec. Les nouvelles identités de genre, l'immigration, les nouveaux types de couples, de parentalité, le mouvement d'émancipation des Premières Nations et des Inuits, l'aide médicale à mourir, dont le Québec est à l'avant-garde, l'adaptation au changement climatique, la tendance à l'individualisation également, je dirais même à la psychologisation des problèmes sociaux.
Alors, quand on voit tous ces constats dans la réalité sociale de la société québécoise, on se demande également qu'est-ce qui se passe avec le réseau de la santé et des services sociaux qui m'apparaît actuellement dans un état lamentable. Quand on pense aux longues listes d'attente en santé mentale, en services à domicile, dans les CHSLD, à la DPJ, en réadaptation, en déficience, la fermeture de plusieurs points de service de CLSC, l'érosion constante des services sociaux devant l'accaparement hospitalo-centriste et médicalo-centriste du réseau au fil des dernières décennies, l'exode massif de professionnels confrontés à des conditions de pratique de plus en plus difficiles et à la déprofessionnalisation. Vous savez, moi, j'étais un vieux de la vieille. J'ai sorti de l'université en 1983 et on voulait aller travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux parce qu'il y avait des bonnes conditions à ce moment-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est complètement l'inverse. Les professionnels veulent quitter le réseau parce que le réseau ne permet plus d'avoir des conditions pratiques à la hauteur de ce qu'on est capable de faire comme profession. Et sans oublier la réforme majeure qui est sur la table actuellement, le projet de loi 15, qui soulève plusieurs inquiétudes. Puis il ne faut pas oublier non plus tous les organismes communautaires qui se voient confier de plus en plus de responsabilités et ils ont un rôle majeur à jouer dans la société québécoise, il faut le dire. Mais ils n'ont pas les ressources nécessaires pour assurer la dispensation des services. Comme on dit, les organismes communautaires sont à bout de souffle, comme le titre souvent les médias. Alors, nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que le filet social au Québec, qui a longtemps fait l'envie, est maintenant percé partout. Devant ce constat, oui, il y a eu des États généraux en 1998, mais c'était les États généraux de l'ordre. C'était les membres de l'ordre qui se réunissaient dans les régions un peu partout. Et je dis, relisant en fin de semaine le rapport et les orientations, et il y a comme 75% des orientations de cette époque-là qui visaient spécifiquement l'ordre, qui ont été réalisées. C'est vrai aussi que c'est l'ordre qui, dans le cadre de son rôle social, qu'on initie ce beau projet-là, les États généraux qui vous sont présentés aujourd'hui. Mais dès le départ, j'ai été très clair. Et ça fait consensus. Ce ne seraient pas les États généraux de l'ordre, mais bien du travail social pris au sens large. Le travail social est présent partout dans la société, partout dans le monde, il se fait du travail social. Et on n'a pas la prétention, l'ordre, de dire que le travail social au Québec appartient uniquement à un ordre professionnel. Ça appartient à tous les acteurs sociaux qui sont préoccupés par la situation actuelle. Donc, les États généraux, on a mis en place un comité d'orientation de mobilisation composé d'acteurs de différents horizons et commissaires indépendants. Le tout est soutenu par l'Institut du Nouveau Monde. Alors, c'est une grande fierté aujourd'hui de voir le lancement des États généraux. Vous êtes insatisfait de la situation actuelle, vous voulez contribuer à améliorer les choses, je vous invite vivement à vous joindre à ce vaste chantier pour façonner le travail social de demain. Merci. Leslie, je te laisse la parole. Je suis désolée, mais ça dit que ma vidéo est contrôlée par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me voyez? OK, je suis désolée tout le monde. Alors, merci beaucoup, M. Malenfant, et merci à l'Ordre justement de faire de ce grand événement les États généraux du travail social pour tous les acteurs de la société qui travaillent auprès des personnes vulnérables et de la population. Alors, vous pouvez imaginer que les États généraux du travail social, ça ne se prépare pas seul. J'aimerais maintenant vous présenter les partenaires qui collaborent depuis plusieurs mois déjà à préparer cette démarche. Ils vont vous dire rapidement qu'est-ce qui les motive à s'engager dans la démarche des États généraux également. Alors, je vais vous présenter Elisabeth Tardif, étudiante au baccalauréat en travail social à l'Université Laval. Elisabeth. Bonjour tout le monde. Donc, je vous présente les raisons qui m'ont poussé à m'impliquer dans cette démarche-là. En fait, moi, c'était dans le but de faire entendre la voix des étudiants.
parce qu'on espère toujours des changements pour s'adapter aux besoins de la société actuelle, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans la pratique. J'ai confiance que cette démarche-là, ça fasse partie d'un continuum d'actions qu'on peut faire pour se mobiliser, faire avancer les choses collectivement. Merci, Elisabeth. Maintenant, je vais vous présenter Isabelle Labarre, travailleuse sociale et étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université du Québec à Rimouski. Merci Leslie. Donc, bonjour, mon nom c'est Isabelle Labarre. Je suis travailleuse sociale depuis 2004 dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je m'intéresse dans mon sujet de maîtrise à l'identité professionnelle des travailleurs sociaux. Donc, pour moi, ça fait du sens que je m'implique dans les états généraux actuels. J'ai fait beaucoup de lieux, de secteurs dans le réseau de la santé, Nord du Québec, Québec et Rimouski maintenant aujourd'hui. Donc, je tiens à saluer mes collègues de Québec et mes collègues de Rimouski. Merci d'être là. Merci, Isabelle. Maintenant, au tour de Nathalie Dely-Colly, qui est directrice de l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et membre de la table des directeurs des écoles de travail social. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis motivée par des raisons très similaires que mes collègues ont exprimées. J'ai levé rapidement la main quand on a été sollicité à la table des directeurs et des directrices en travail social, des départements, des écoles et des unités en travail social au Québec. Je gravite dans le monde du travail social depuis une trentaine d'années, comme étudiante, comme travailleuse sociale et maintenant engagée dans la formation de futurs travailleurs sociaux, d'intervenants sociaux à l'École de travail social. C'est vraiment la démarche collective aussi de regrouper des acteurs avec des points de vue, des expériences diversifiées qui m'ont motivé le plus à me joindre. Je crois aussi qu'on est dans une époque très importante où comme on a une intelligence collective, toutes les personnes qui gravitent autour du travail social et les États généraux nous proposent toutes sortes de façons de s'exprimer sur la place publique et de participer à ce mouvement de changement pour lequel je pense qui correspond à nos valeurs profondes. Alors, je suis vraiment heureuse d'être avec vous. Merci infiniment, Madame Dely-Colly. Maintenant, au tour de Sylvain Montmarquette, président et membre du comité de coordination du regroupement des enseignantes et enseignants des collèges en technique de travail social du Québec. Alors, bonjour à tout le monde, ça me fait extrêmement plaisir de me joindre à cette communauté qui va réfléchir face aux enjeux du travail social. Heureux qu'on soit devant les États généraux du travail social et nous sommes devant des enjeux qui sont grands, sont inquiétants, qui nécessiteront évidemment d'y réfléchir, d'échanger et, souhaitons-le, et nous y serons, d'agir auprès des décideurs, auprès des gestionnaires, évidemment auprès de l'appareil politique qui doit comprendre ce qu'est le travail social. Les dérives sont présentes depuis plusieurs décennies. Alors, on profitera de cette occasion-là assurément pour reprendre une partie de l'espace qui nous revient. Les intervenants, les usagers, les enseignants. Je pense enseignants et enseignantes, évidemment, je pense qu'on doit reprendre cette place-là. Je ne peux taire aussi dans les nouveaux enjeux l'avènement du privé qui se développe à vitesse grand V. C'est très questionnant pour ce qui est d'une grande partie de notre population. Alors, le regroupement et l'ensemble des acteurs, on pourra y réfléchir et voir comment influencer le processus pour s'y retrouver davantage. Alors, bonne consultation à tout le monde. Merci. Merci, M. Montmarquette. Maintenant, au tour de Nadia Cardin, coordonnatrice du collectif des partenaires en développement des communautés. Merci, Leslie. Oui, donc Nadia Cardin, coordonnatrice du collectif des partenaires en développement des communautés. Le collectif, on est un regroupement de plus d'une vingtaine de partenaires philanthropiques, développement social, communautaire, municipal. Donc, pour nous, c'était vraiment d'une évidence d'être un partenaire dans cette démarche-là pour pouvoir mobiliser tout notre écosystème
des acteurs de la société civile dans la démarche des États généraux du travail social. On sort tout juste nous-mêmes d'une grande démarche des États généraux en développement des communautés auxquels, à travers un état de situation, on a pu faire sortir énormément d'éléments qui touchent le travail social au sens large, les politiques publiques, puis comment on se mobilise collectivement. Fait que pour nous, c'était d'une évidence, le collectif, d'être là pour se mobiliser, pour discuter des éléments du bien commun, des politiques publiques, des gens sur le terrain. Voilà, donc c'est avec grand plaisir qu'on est là aujourd'hui. Merci, Madame Cardin. Et la dernière, mais pas du tout la moindre, c'est Sylvie Tremblay, directrice générale du regroupement provincial des comités des usagers. Sylvie. Ah, Leslie, merci. Ça m'émeut. Alors, Sylvie Tremblay, très fière d'être avec vous. Derrière moi, tous les comités d'usagers qui travaillent au quotidien dans ce réseau liquéfié et qui croient encore au travail social, aux avancées sociales, à la fierté d'être ici au Québec dans des milieux solidaires. Alors, on est là, je sens derrière moi ma gang, alors très heureuse, très fière d'être avec vous autres et au plaisir. Merci Sylvie. Merci de partager ta passion aussi. Et merci de représenter les usagers. On a vraiment besoin de leur voix dans la démarche et d'avoir leur participation. Nous savons maintenant qui sont les partenaires qui ont contribué en fait à orienter la démarche jusqu'à ici. Maintenant, nous aimerions savoir qui est présent dans ce webinaire. Donc, vous allez voir une question qui va s'afficher à votre écran dans un instant et vous avez juste à répondre. Donc, je vais vous donner quelques instants pour répondre. Équipe technique, est-ce que vous voyez le sondage? Oui, parfait. Donc, qui participe à l'événement aujourd'hui? Vous avez juste à cocher une catégorie. Allez-y. Je vois que des gens disent que ça ne fonctionne pas de leur côté. Est-ce qu'on peut avoir des précisions de l'équipe technique, s'il vous plaît? Nous avons déjà 249 réponses sur les 314 participants. Parfait. Est-ce qu'on peut projeter les résultats? Alors, un groupe très, très engagé, les travailleurs sociaux, praticiennes ou praticiens, membres de l'ordre. Donc, merci beaucoup d'être avec nous à 68%. On voit qu'on a des professionnels qui soutiennent la pratique également et quelques étudiants et autres collaborateurs. Donc, on n'est pas surpris d'avoir les membres de l'ordre. Ce que ça nous dit pour les prochaines étapes, parce que vous allez voir tantôt l'ensemble de l'œuvre où on a besoin de la voix de tout le monde, on a besoin de la voix des usagers, des organismes communautaires, des proches aidants, les gens dans les établissements aussi, les gestionnaires. Bien, on va être en train de faire beaucoup de démarchage actifs pour assurer la participation de toutes ces personnes qui font partie du travail social. Et c'est pour ça que vous avez derrière cette démarche un comité de partenaires comme vous venez de voir, parce qu'on représente tous ces réseaux et on va s'assurer d'aller chercher une mobilisation puis une participation de l'ensemble des acteurs. Alors, maintenant, c'est le grand moment pour apprendre à connaître et rencontrer les 3 commissaires indépendants qui vont faire partie de cette démarche des États généraux du travail social. Ils ont une importante responsabilité tout au long des consultations d'accueillir et on insiste avec ouverture et impartialité et c'est pour ça qu'on a vraiment 3
commissaires indépendants. Ils vont accueillir toutes les observations et propositions qui sont faites dans le cadre de ces consultations. Donc, on va commencer avec M. Denis Bourque, commissaire, professeur, département de travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour, M. Bourque. Bonjour. Un instant, on a aussi Mme Ariane Aymon. Je reviens à vous, M. Bourque. Mme Ariane Aymon, commissaire, journaliste indépendante et animatrice. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour, Mme Aymon. Et on a également Mme Nadine Volant, travailleuse sociale émérite, commissaire, consultante autochtone en santé et services sociaux. Mme Volant. Bonjour. Alors là, je vais revenir avec M. Bourque à l'instant parce qu'on va avoir un petit échange avec vous pour apprendre à vous connaître un peu, puis on veut surtout savoir quelles sont aussi vos motivations à faire partie de cette démarche. Donc, M. Bourque, êtes-vous là? On va vous mettre à l'écran. J'y suis. Vous voilà. On vous connaît comme professeur au département de travail social à l'UQO, mais aussi pour votre implication et votre fine connaissance du milieu communautaire et de l'intervention collective. Vous avez été titulaire pendant 10 ans de la chaire de recherche du Canada en organisation communautaire. Pourquoi avez-vous accepté cet important mandat de commissaire pour les États généraux du travail social? Oui, bien, je dirais, premièrement, c'est en raison de la pertinence et de l'importance du travail social au Québec. Le travail social, premièrement, comme profession, là, comme unique profession au service de la justice sociale et des solidarités, mais aussi le travail social comme institution capable d'agir sur les politiques publiques et les changements sociaux pour faire du Québec ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire, malgré tous les problèmes là, qu'on vit, mais ça reste le Québec, une des sociétés les plus égalitaires en Amérique du Nord présentement. Mais que ce soit là comme profession ou comme acteur de changement social, on sent bien que le travail social aujourd'hui est devant une urgence de se repositionner là, en fonction des transformations sociales, des nouveaux défis là, qu'on a mentionnés depuis tantôt. Et la dernière fois qu'il y a eu un tel exercice là, de repositionnement, ça fait quand même 25 ans, comme M. Malenfant l'a mentionné. Ça veut dire qu'une telle opportunité, là, une telle démarche, ça se présente une fois par génération. Donc, je ne vois pas comment on peut refuser, que ce soit personnellement ou même collectivement, de pouvoir s'engager dans une démarche comme celle-là qui va nous permettre de nous approprier à la fois le devenir du travail social, mais également ça va nous permettre d'influencer sa capacité d'agir comme acteur social sur l'avenir de la société québécoise. J'ajouterais également comme motivation, je pense que ça va être une occasion d'apprentissage pour moi et pour toutes les personnes et les organisations qui vont participer aux États généraux, d'apprentissage sur les défis là, qui confrontent le travail social et les contributions possibles par rapport à des enjeux aussi majeurs et importants que la lutte au changement climatique, par exemple, et la transition socio-écologique. Mais ça va être aussi l'occasion d'identifier les leviers prioritaires qu'on devra mettre en place pour être à la hauteur de ces défis, mais aussi être à la hauteur de l'héritage du travail social au Québec. Et c'est ça qui me motive, moi, à accepter de participer à cette démarche passionnante des États généraux du travail social. Merci infiniment, M. Bourque. Je ne sais pas si vous voyez tous les cœurs et les mains qui applaudissent sur votre écran, mais je pense que vos paroles sages sont vraiment très appréciées par les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, Madame Aymon, c'est à votre tour. On vous connaît pour votre carrière de journaliste indépendante engagée, une femme de cœur
et plus récemment pour votre implication à l'Office de consultation publique de Montréal. Alors, à vous de nous dire maintenant, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous engager dans cette démarche comme commissaire? Écoutez, je vais être franche avec vous, tous et toutes. Je suis tellement contente de savoir qu'il y a des centaines de personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé que cet exercice qu'on nous proposait avait de l'ambition, avait de l'envergure, était bien encadré, me paraissait-il, et j'étais pas mal certaine de trouver ça extrêmement stimulant pour d'y contribuer moi-même. J'ai fait plusieurs consultations publiques dans ma vie et j'ai surtout, je le confesse, un immense respect pour le travail social depuis très longtemps. Je ne vous raconterai pas ma vie, mais un jour, je vous la raconterai. Et j'ai du respect aussi, un peu pour donner suite à ce que Denis vient de dire, parce que le milieu du travail social a généré tellement d'avancées pour le Québec. Et moi, je suis fière de ça. Et j'ai été heureuse de constater et émue d'entendre la qualité des partenaires que vous avez rassemblés qui font front commun dans cet exercice de prospective. C'est ça que j'aime, façonner le travail social de demain. Parce que pour moi, le grand milieu du travail social, c'est le cœur battant d'une société. C'est un cœur battant qui cherche des réponses concrètes aux besoins des gens dans des moments de grande vulnérabilité. Et je trouve qu'on ne les écoute pas suffisamment, les acteurs et les actrices, les chercheurs, les étudiants qui veulent entrer dans un milieu encore plus stimulant. Alors, je pense que tout le milieu est aux premières lignes des grands bouleversements, on l'a dit, mais surtout, tout le milieu mesure avec une justesse, on l'entend dans les témoignages des gens, des impacts sur la population de ces bouleversements-là. Alors, la dernière chose que je vous dirais, c'est que le milieu du travail social, si je me fie à son passé, n'a pas peur d'imaginer l'avenir. J'adore ça. Des actions collectives à mettre en branle, j'adore ça, pour que les choses aillent mieux. Alors, je suis persuadée que ça va être passionnant de les écouter, de tirer les consensus qui s'imposent et de proposer nos recommandations en ce sens. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Aymon. Vous êtes vraiment très inspirante. Vous aussi, j'espère que vous appréciez tous les cœurs et les mains qui montent sur l'écran. Alors, nous allons inviter maintenant Madame Volland pour venir nous rejoindre. Donc, Madame Volland, vous avez été nommée travailleuse sociale émérite l'an dernier. Vous êtes une femme Innu, membre de la communauté de Uashat-Makmani-Utenam, et vous êtes aussi membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. À votre tour, qu'est-ce qui vous motive à faire partie de ces grands états généraux sur le travail social? Je tiens à vous dire, pour commencer, j'étais vraiment touchée d'avoir été approchée pour faire partie de ce beau projet, qui est un projet de consultation qui, pour moi, représente un projet de consultation 360 pour le travail social. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui me motive? Ben, moi, ce qui me motive comme personne, c'est de faire vivre les valeurs de nos nations. Puis je me suis dit, ben, je vais m'engager auprès des travailleurs sociaux, des gens qui vont venir nous voir pour nous exprimer leur situation. Je vais utiliser les enseignements que j'ai appris, soit la vérité, le respect, l'humilité, l'honnêteté, la sagesse. Il faut savoir être sage quand on fait partie
d'un processus comme ça. Le courage aussi, le courage d'entendre des choses qui ne sont pas toujours faciles, qui va pouvoir permettre justement d'amener une réflexion plus loin pour la pratique. Et en terminant, je vous dirais l'amour de la profession. Donc, c'est les choses pour lesquelles je tente de mettre en pratique. Et moi, j'avais une phrase clé qui était dans mon bureau quand je travaillais, c'est « Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin ». Et donc, pour moi, le processus que l'on entame présentement, c'est dans cette perspective-là, la force, l'intelligence collective des participants, des choses qu'ils vont avoir à nous dire et des constats qui vont en ressortir. Donc, c'est ça qui, pour moi, a fait en sorte que je ne pouvais pas refuser de contribuer dans cette démarche-là et j'espère de tout cœur que les gens vont participer en grand nombre. Donc, je vous dirais en terminant, l'ouverture, l'écoute et la sensibilité vont être les choses qui vont me caractériser dans cette démarche-là. Merci infiniment, Madame Vollant. À vous écouter les trois, je me passe un commentaire et je me dis, voilà, on est revenu aux principes et aux valeurs du travail social. Aujourd'hui, dans ce webinaire, on est convié à une grande démarche et des fois, on peut être un peu dans la morosité du moment avec tout ce qu'on a nommé depuis le début de cette rencontre-là, avec les bouleversements dans la société, les réformes, les conditions pratiques, etc. Mais vous nous invitez les trois à nous mobiliser, de ne pas rester dans l'immobilisme ou dans une morosité du moment, mais de participer, de faire entendre notre voix haut et fort pour vraiment faire avancer et façonner le travail social de demain et se positionner dans la société. Donc, merci. Ça va être un privilège de travailler avec vous tout au long de cette démarche. Vraiment. Alors maintenant, Madame Ariane Aymon, excusez-moi, va nous présenter les grandes étapes de la démarche et le calendrier de consultation. Madame Aymon. Oui, je suis là. Alors, écoutez, je vais vous présenter grosso modo le calendrier des étapes qui sont prévues pour recueillir les informations, les propositions, les témoignages qu'on voudra bien nous soumettre. Alors, vous le voyez, à partir d'aujourd'hui, il y a un questionnaire en ligne qui sera là pour 6 semaines. Ce questionnaire en ligne, il vise à prendre le pouls de la population qui reçoit les services sociaux et le pouls de leurs proches. On veut entendre leur vision de ce qui pourrait se faire mieux. On espère des centaines de contributions, sinon des milliers, et les gens vont être aidés aux besoins pour y contribuer. Ensuite, je dirais pour canaliser un peu la réflexion, parce qu'il faut quand même se baser sur 2, 3, 4 bonnes pierres d'assises, il a été imaginé 4 grandes rencontres thématiques en ligne dont vous voyez les dates à l'écran, 2 ce printemps, 2 cet automne, sur des sujets majeurs qu'on va vous expliquer dans quelques minutes et les gens vont pouvoir, à partir de maintenant, s'inscrire pour y participer. Mais surtout, on met en place aujourd'hui, et ça jusqu'au 9 octobre, une plateforme participative. Cette plateforme-là, c'est pour les praticiens, les praticiennes, les étudiants, les professionnels qui sont vraiment très actifs dans le travail social pour qu'ils puissent, autour des différentes thématiques, contribuer, discuter ensemble. Tout ça va être gardé et un jour, tout va être décodé et pris en compte. Alors moi, j'adore cette idée de plateforme participative pour faire émerger des solutions pour que les gens puissent travailler en réseau autour des 4 grandes thématiques.
Il y aura bien sûr des audiences publiques en ligne fin octobre 25-26, mais pour les préparer, on va inviter à partir du 15 mai jusqu'au 17 septembre. Donc, les gens auront l'équivalent d'à peu près 4 mois et les mémoires seront commentaires, seront bienvenus des grands regroupements nationaux et des organisations. Nous allons tout lire. Et puis, ben là, nous allons travailler très fort après ça. Et vous allez nous attendre. Alors, on va analyser tout ça. Il y aura un rapport pour dégager les consensus, les pistes d'avenir pour façonner le travail social et mieux répondre aux besoins de la population. On va écrire, je le crois, des recommandations qui seront dans la foulée des consensus et on va les proposer lors d'un grand événement de clôture qui aura lieu en janvier 2024. Alors, en gros, ça va ressembler à ça, notre travail pour les prochains mois. Merci infiniment, Madame Aymon. Donc, vous voyez qu'il va y avoir beaucoup de modalités différentes pour aller chercher la voix du plus grand nombre de personnes possible. J'attirerai peut-être votre attention sur le fait que le questionnaire en ligne est à l'intention des usagers et leurs proches et traduit en anglais, donc disponible dans les 2 langues. Et on va avoir besoin de votre aide, tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, pour diffuser cette information. Évidemment, on va être en train de travailler avec Mme Tremblay du regroupement des comités des usagers, mais si vous avez des implications, s'il vous plaît, répandissez la bonne nouvelle. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec le mouvement Jeunes et Santé mentale. Je travaille avec le collectif des ex-placés à la DPJ. Donc, c'est clair que je vais essayer de faire en sorte que le plus de jeunes possible puissent répondre au questionnaire et on vous demande de faire la même chose pour qu'on puisse vraiment les rejoindre parce que cette voix-là, souvent, est sous-représentée et c'est très important qu'ils puissent participer à cette grande démarche. Alors, je vais avoir l'honneur maintenant de vous présenter les 4 thèmes. Donc, Madame Aymon vous a parlé de 4 grandes rencontres thématiques. Donc, vous allez les voir à l'écran. La première thématique, c'est la perspective en travail social. Donc, vous allez voir que l'Institut du Nouveau Monde a développé des capsules fort intéressantes, vraiment des petits bijoux de capsules et qu'il y a aussi des fiches thématiques sur chacun des thèmes que vous allez trouver facilement sur le site des États généraux. La perspective en travail social, en fait, on va parler du changement social, du développement social. Depuis des décennies, les luttes sociales qui ont fait avancer la société et les politiques sociales progressistes qui en découlent, M. Bourque en parlait tout à l'heure. Et on va avoir quelques grandes questions, et ce n'est pas limité à ces questions-là, la consultation, loin de là, mais juste pour partir un peu la balle. Et ça va être des questions comme « Sommes-nous toujours engagés à combattre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités sociales? » Une question importante dans la société avec tous les bouleversements dont on parle depuis tantôt. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Arrivons-nous à actualiser les principes et les valeurs du travail social dont Nadine Voland parlait tantôt? Est-ce que les praticiens ont les moyens nécessaires pour aider la population à faire face aux grands défis et aux besoins sociaux actuels en émergence et à venir? Puis quand on se projette dans l'avenir, c'est de voir ça puis être capable de s'adapter aux besoins. Et est-ce que les pratiques en travail social visent la participation des personnes? On parle beaucoup de ça depuis tantôt, mais il faut aller rejoindre les gens. C'est une grande participation à faire avancer la société québécoise. Est-ce que nos pratiques tiennent compte des besoins, des aspirations des individus, des familles, des groupes, mais aussi des collectivités pour faire du Québec une société encore plus juste? Donc, la perspective en travail social,
c'est de ce type de questions qu'on va débattre. Notre deuxième thème, les pratiques en travail social. Les pratiques sont diversifiées et visent différents groupes de la population. Donc, on a des gens qui travaillent auprès des enfants, des familles, les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale, d'itinérance, de dépendance, des gens qui ont des besoins psychosociaux divers et qui ont besoin peut-être d'un coup de pouce pour avancer. On travaille avec des aînés en perte d'autonomie, des gens qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Donc, la proximité des services et leur accessibilité demeurent des facteurs importants pour la population. Mais on va aussi parler dans ce thème de l'utilisation des nouvelles technologies, de l'adaptation qu'on doit avoir comme profession et comme acteur du travail social et l'intégration de la recherche et des connaissances. L'adaptation à des nouvelles lois, le changement de réalité sociale qui ont tous une influence sur la pratique du travail social. Et M. Montmarquette mentionnait tantôt une certaine migration des praticiens vers la pratique autonome. Donc, on va parler de tous ces thèmes-là dans les pratiques en travail social, incluant les conditions de travail et est-ce qu'on a les moyens de vraiment donner les services tels qu'on doit les rendre à nos populations. Notre troisième thème est l'organisation des services sociaux au Québec et les politiques publiques dans le domaine social. C'est un thème qui est assez, en fait, actuel, on va dire, parce qu'on voit que les missions santé et services sociaux sont intégrées au Québec, contrairement, je mentionnerai, aux autres provinces du Canada. On a réussi à bâtir un système collé sur les besoins des populations locales. Maintenant, des réformes successives, dont celle de 2003, de 2015, ont eu un effet majeur sur le champ du travail social, parfois un changement positif, parfois négatif, mais une autre réforme est à nos portes, annoncée dernièrement par le ministre Dubé. Et les praticiens font remarquer depuis un certain temps que la charge clinico-administrative et carrément administrative semble augmenter dans un contexte de reddition de comptes. Et les praticiens expriment le sentiment d'avoir moins de temps direct avec les personnes requérant de l'aide. De plus, l'action communautaire autonome se développe dans la société et prend une place extrêmement importante, notamment avec des populations en contexte souvent de grande vulnérabilité qui ne viendraient pas facilement vers les services institutionnels, mais est-ce que le financement de leur action demeure suffisant pour faire le changement nécessaire? Donc, la grande question de ce thème, c'est comment l'organisation des services au Québec impacte-t-elle le travail social? Le quatrième thème, extrêmement important également, est la formation initiale, la formation continue et la recherche en travail social. Vous avez remarqué qu'on a des étudiants sur notre panel de partenaires. On a aussi des gens qui représentent les milieux universitaires et collégiaux. Cette thématique examine évidemment la formation initiale, c'est-à-dire ces programmes de formation dans les collèges et les universités, mais va aussi aborder tout ce qui est en cours d'emploi, la supervision clinique, la formation continue, les différentes modalités que les praticiens se donnent pour vraiment maintenir à jour leurs connaissances. Et on va regarder l'apport de la recherche, le transfert des connaissances et est-ce que la recherche aboutit dans les pratiques parce que toute la recherche, c'est un peu ça la visée ultime, c'est de changer les pratiques puis vraiment s'assurer de coller nos pratiques sur les connaissances que nous avons développées dans notre société. Donc, quelques exemples de questions pour cette thématique. Les formations initiales préparent les praticiennes et les praticiens en travail social à exercer avec compétence. En fait, c'est une question. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'on a besoin de regarder des choses en lien avec les formations initiales? Quand les gens arrivent sur le marché du travail, est-ce que la formation continue est suffisamment accessible? Puis, non seulement accessible, mais
est-ce qu'elle répond aux besoins des praticiens? Parce que ça aussi, c'est important. Puis évidemment, comme on vient de dire, comment la recherche scientifique en travail social contribue à enrichir les pratiques et à faciliter l'intervention. Alors, on va vous donner un exemple maintenant à quoi ressemblent les capsules que vous allez trouver sur le site Internet des États généraux du travail social. Et on a choisi le thème C pour aujourd'hui, l'organisation des services sociaux au Québec et les politiques publiques dans le domaine social. Depuis 25 ans, le travail social a beaucoup évolué au Québec. Les défis sont nombreux dans un contexte en constante transformation. Comment façonner le travail social de demain pour répondre aux besoins actuels et à venir de la société québécoise? Nous vous convions aux États généraux du travail social autour d'une réflexion collective qui mènera à des pistes d'action. Avant de se réunir pour discuter des orientations collectives à prendre, prenons d'abord un petit pas de recul pour mieux comprendre l'organisation des services sociaux au Québec et les politiques publiques dans le domaine social. Il y a un peu plus de 50 ans, une loi instituait un régime de services de santé et de services sociaux pour le Québec. Ce régime est soumis à une administration gouvernementale qui intègre les missions santé et sociales au sein d'un seul ministère. Depuis le début des années 2000, deux grandes réformes ont profondément marqué l'évolution du réseau public. Ce sont les réformes dites Couillard et Barrette. Celles-ci visaient notamment à regrouper les établissements, à centraliser le réseau et à harmoniser les pratiques. Plusieurs dénotent néanmoins le fait qu'elles aient pu avoir des impacts importants sur le travail social, le rendant toujours plus technique et laissant moins de place pour l'exercice du jugement professionnel. Des législations marquantes ont également été adoptées dans le domaine social et ont eu des effets majeurs, en particulier dans le champ de la protection sociale. Pensons par exemple à la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ainsi qu'aux lois pour la protection de la jeunesse, pour les personnes en situation de vulnérabilité ou encore au développement des services de garde éducatifs à l'enfance. Ces politiques publiques constituent des avancées dans la société, mais leur application demeure perfectible. Par ailleurs, les actrices et acteurs du travail social observent depuis une vingtaine d'années une réduction progressive de la mission sociale de l'État au profit de sa mission de santé. Enfin, l'action communautaire autonome continue de se développer, mais le financement actuel des organismes communautaires n'est pas à la hauteur des besoins. De quoi créer des déséquilibres et nourrir des préoccupations face aux besoins grandissants de la population québécoise. Dès lors, l'organisation actuelle des services sociaux facilite-t-elle la pratique du travail social ou en constitue-t-elle un obstacle? Nos services sociaux et nos politiques publiques dans le domaine social répondent-ils aux besoins de la population? Participer aux États généraux du travail social, c'est discuter des orientations collectives à prendre, faire circuler les savoirs et les expériences et contribuer à repositionner le travail social au sein de la société québécoise. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur le site de la démarche façonnerletravail.social. Merci beaucoup pour ce visionnement. J'espère que vous avez apprécié, puis je veux vraiment souligner le travail exceptionnel de l'Institut du Nouveau Monde qui a aidé à préparer les 4 capsules. Donc, encore une fois, et je pense qu'on va le mettre dans le clavardage, vous allez pouvoir trouver les liens pour accéder aux capsules et à des fiches techniques qui expliquent un peu plus quel serait le contenu des 4 thématiques. Encore une fois, c'est des thèmes pour lancer la discussion, c'est pas une fin en soi et on va vraiment être très heureux d'entendre tout commentaire de toutes les parties prenantes à travers les différentes modalités de consultation. Alors maintenant, je vais céder la parole à notre dernière intervenante, Mallory Flon, directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, qui vous expliquera les différents mécanismes de consultation plus en détail. Vous les avez vus avec le calendrier très brièvement. Là, on va vraiment expliquer comment vous, dès maintenant, pouvez commencer à participer. Donc, Madame Flon. Merci, Madame Hill. Alors, bonjour tout le monde. Vraiment très heureuse d'être avec vous ce midi. L'INM, nous sommes très fiers partenaires d'organisation de cette première grande phase de consultation en vue des États généraux du travail social. Alors,
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'INM, juste mentionner qu'on est une organisation à but non lucratif, indépendante, et notre mission, c'est de faire participer les citoyennes et les citoyens à la vie démocratique parce qu'on a la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie. Donc, c'est vraiment avec grand plaisir là, qu'on travaille actuellement, puis depuis les derniers mois, avec les commissaires, avec ce grand groupe de partenaires pour mettre la population du Québec à contribution sur ce qu'on doit faire collectivement pour que le travail social joue pleinement son rôle dans cette société en transformation là, qu'on décrit depuis le début de l'activité. Alors, notre rôle à l'INM, toute l'équipe ici, c'est d'animer les activités de consultation que je vais donc vous présenter un peu plus en détail à l'instant et de produire un rapport de consultation qu'on va travailler, qu'on va présenter en fait aux commissaires. Ils vont nous dire si ça reflète bien aussi ce qu'ils ont entendu et ça va alimenter les recommandations qu'ils vont formuler donc en vue des États généraux qui se tiendront au début 2024. Alors, voici les différents moyens de consultation, de participation pour le public. Notre approche a été de combiner différents dispositifs participatifs pour rejoindre différents publics et pour leur offrir différentes façons d'expression qui peuvent correspondre à leurs caractéristiques. Et donc, tous ces moyens de participer que je vais vous présenter à l'instant sont rassemblés sur le site de la démarche, dont le lien vous a été partagé dans la boîte de dialogue. Si ce n'est pas encore fait, ce sera sur le point d'être fait. Alors, la première façon de participer qui est donc déjà active sur le site Internet, c'est un questionnaire. Ariane Aymon en a parlé, Leslie Hill également, donc français, anglais, qui, je le rappelle, s'adresse aux utilisateurs, utilisatrices des services, à leurs familles, à leurs proches. On veut d'abord leur donner une façon de s'exprimer, puis évaluer leur perception des services, des pratiques pour faire un portrait. Je souligne que le questionnaire en ligne, on est conscient que il peut y avoir certaines questions aussi qui peuvent paraître complexes. Il faut avoir accès à un ordinateur, notamment, pour le remplir. Donc, certaines personnes pourraient avoir besoin de soutien. Alors, on est heureux de compter sur la contribution du regroupement provincial des comités d'usagers qui est associé à la démarche et qui pourrait nous aider à soutenir, à offrir du soutien à certaines personnes. Et également, si vous avez besoin de soutien, vous pouvez écrire à l'adresse travailsocial@inm.qc.ca. C'est écrit sur le site aussi Internet. Si un soutien est requis, on va pouvoir vous proposer là, de l'assistance pour répondre à ce questionnaire. Deuxième mécanisme de consultation, c'est la plateforme participative. On en a parlé également. Donc, pour animer cette conversation entre les praticiens, les professionnels, ceux qui soutiennent la pratique du travail social, aussi des gens du milieu de la recherche, les étudiants. Et tout simplement pour compléter ce qui a déjà été dit, je peux dire que c'est une plateforme qui permet d'aller au-delà finalement d'un questionnaire en ligne. Les gens peuvent proposer des idées, échanger des arguments, amener d'autres sujets de discussion. Donc, nous avons proposé de structurer les échanges en 4 thématiques. Vous pourriez avoir d'autres enjeux que vous voudriez mettre au jeu, donc ce sera l'occasion de le faire. Troisième mécanisme, les rencontres thématiques. Alors là, on a quand même souhaité pouvoir permettre à des personnes interpellées vraiment par un thème, plus spécifiquement de se rencontrer et d'échanger de vive voix, en fait, leurs idées, leurs arguments. Alors, tous les acteurs du travail social, vous avez le détail à l'écran, sont invités à participer à ces rencontres. Ça se déroule en soirée virtuellement pour permettre quand même à des gens de partout sur le territoire du Québec d'y participer. Et les inscriptions sont ouvertes pour les 2 premières rencontres thématiques qui ont lieu le 18 avril sur le premier thème, perspective du travail social, et le 5 juin sur les pratiques en travail social. Et les 2 autres thèmes les 2 autres rencontres thématiques auront lieu à l'automne, donc les inscriptions ne sont pas toutes ouvertes, mais ça ne saurait tarder. Ensuite,
j'ai dit le 18 avril, hein, excusez-moi, c'est le 18 mai. Voilà, le 18 mai et le 5 juin. Finalement, l'appel de mémoire, on en a parlé. Celui-là, c'est vraiment pour permettre aux organisations, parce qu'il y a des organisations qui s'intéressent au travail social, qui ont des choses à dire en réponse aux questions de consultation sur les différentes thématiques. Donc, idéalement, c'est ça, c'est pour des regroupements, ça peut être des regroupements d'acteurs également, des organisations. On ne va pas bloquer des commentaires qui viennent d'individus, mais disons que c'est un mécanisme qui est plutôt à l'intention de ces organisations qui ont plus de temps aussi pour formuler là, des réponses écrites aux questions de consultation. Donc, on va pouvoir bientôt mettre sur le site Internet un gabarit également là, pour soumettre un mémoire ou un commentaire pour ces organisations qui veulent proposer une réponse plus détaillée, approfondie, consistante aux questions de consultation. Finalement, les audiences publiques, donc c'est une forme assez traditionnelle là, de consultation sur 2 jours. Certaines des organisations qui auront déposé un mémoire seront invitées à venir rencontrer les 3 commissaires. 10 minutes de présentation. Les commissaires peuvent poser aussi des questions d'éclaircissement et comme ça, on peut s'assurer d'entendre différents groupes et ce sera web diffusé. Donc, tout le public, les citoyens qui souhaitent suivre, les participants, les praticiens en travail social qui ont participé aux activités consultatives précédentes pourront aussi écouter les audiences publiques. Donc, voilà, je reste disponible si jamais les mécanismes proposés suscitaient des questions, mais c'est ce qui est prévu là, jusqu'à présent pour qu'on puisse vraiment consulter assez largement différents publics sur toutes ces thématiques en vue de ce grand événement de janvier 2024 où là, des propositions plus concrètes formulées par les commissaires seront débattues. Donc voilà, merci. Et je repasse la parole à Mme Hill. Merci beaucoup, Madame Flon. Merci à tous les intervenants qui ont été avec nous aujourd'hui jusqu'à maintenant. Et peut-être un petit rappel que vous allez pouvoir retrouver toute l'information sur le site des États généraux parce que c'est beaucoup d'informations que vous recevez aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer à la période de questions. On veut vraiment vous entendre. On a des questions, quelques questions dans le Q&R, les questions-réponses en bas de vos écrans, mais vous pouvez aussi lever la main et prendre la parole et on va essayer de répondre du mieux qu'on peut pour que vous partiez vraiment bien préparés à participer. Alors, peut-être nous allons commencer dans les questions et réponses. Donc, je vois que on demande quelle est la place des techniciens en travail social formés au collégial dans votre démarche. J'aurais envie de passer la parole, céder la parole à M. Montmarquette. Est-ce que M. Montmarquette est là? Excusez-moi, j'ai été dérangé. Est-ce que vous pouvez reprendre, Mme Leslie? Excusez-moi. Oui, nous avons une question. C'est quelle est la place des techniciens en travail social formés au collégial dans votre démarche? Assurément, nous allons, comme enseignants directement aux 15 équipes de travail social, le pari que l'on se donne, c'est de mettre au jeu tous les outils qui ont été développés pour en faire des activités d'éveil au travail social, de compréhension et d'amener les étudiants à pouvoir intervenir même dans ce que seront leurs futures pratiques. Maintenant, les techniciens en travail social, on les retrouve partout. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans le réseau public, ils sont également dans le scolaire, largement dans le réseau communautaire ou dans le mouvement communautaire, sans échapper évidemment à l'employabilité, etc. Le programme existe depuis quand même 1967. Il y a près de 500 diplômés par année qui quittent les collèges pour aller dans la pratique. Et on va saisir cette occasion-là de faire valoir les techniciens et les techniciennes en travail social comme des actrices également présentes dans le champ du travail social
pour nous, il y a un enjeu qui est toujours présent, c'est la reconnaissance des techniciens en travail social. Et elle est difficile parce qu'il y a plusieurs titres d'emploi qui sont utilisés selon les milieux. Les conventions collectives parlent encore de techniciens en assistance sociale, alors qu'on a changé de programme en 1987. Alors, vous voyez que le temps est long avant que les modifications s'inscrivent. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Mme Leslie. Oui, merci infiniment. Bienvenue. Peut-être, si je peux me permettre, Mme Leslie, Oui. je pense qu'on peut dire aussi que les techniciens en travail social sont donc invités à participer autant aux rencontres thématiques, la plateforme participative également. Donc, c'est vraiment là, ces deux mécanismes-là où, plus particulièrement, on espère pouvoir les entendre. Merci beaucoup de cette précision. Puis je pense que le message, c'est, encore une fois, ce n'est pas les États généraux de l'ordre, ce sont les États généraux du travail social et de tous les acteurs qui gravitent autour. Donc, on va prendre une autre question. Je retourne dans les questions-réponses et on veut savoir, en fait, je vais peut-être combiner deux questions. On veut savoir qui finance le processus, question importante quand même, et qui s'occupera des suites. Donc, peut-être, en fait, je ne combinerai pas les questions, je viens de changer d'idée. Sur le financement du processus, je vais demander à M. Pierre-Paul Malenfant. Pour le financement, c'est l'Ordre qui seul finance l'ensemble de cette démarche-là. Il pourra peut-être y avoir, là, on verra, il va peut-être avoir des commanditaires là, qui pourraient apparaître là, en cours de route, là, mais l'objectif n'est pas d'en faire une activité à but lucratif. Là. C'est vraiment l'Ordre qui a partir de son budget. Donc, l'ensemble des membres de l'Ordre qui payent pour cette démarche. Merci pour la réponse. Et maintenant, je retourne à l'autre question. On a quelqu'un qui doute un peu dans notre auditoire, en fait, qui se questionne sur quel est le but de ces États généraux et surtout qui va s'occuper des suites et mettre en place les décisions. Et un peu d'inquiétude que ces États généraux ne sont pas décisionnels. Hein? Donc, est-ce qu'on va être écouté au bout de cette démarche-là? Donc, je vais demander au commissaire de répondre à cette question selon ce qu'il voit. Je ne sais pas s'il y a un ou une d'entre vous qui veut tenter une réponse. Oui, je pourrais. Leslie, est-ce que je peux? Oui, merci. En fait, les suites, là, ça concerne différents niveaux. Hein. Il y a des suites qui concernent la pratique professionnelle elle-même. Là. Je dirais, qu'est-ce qu'on peut mettre comme accent par rapport à des transformations dans les pratiques professionnelles. La question, par exemple, d'être davantage dans une relation de proximité, d'avoir peut-être davantage d'ouverture à l'intervention collective, l'intervention de groupe. Il y a des choses qui concernent, je dirais, un peu l'écosystème interne, d'une certaine manière, du travail social, puis ce qui vont interpeller également les ressources de formation là, à la profession, autant collégiale qu'universitaire. Mais il y a évidemment d'autres propositions qui vont concerner les conditions de la pratique. Et là, c'est certain que le ministère, entre autres, et le gouvernement au sens plus général, va être interpellé. Mais il y a des choses qui relèvent de notre propre responsabilité là, comme acteur du travail social, la place qu'on fait aux personnes directement concernées, le travail de co-construction avec les parties prenantes. Donc, il y a différents niveaux, là. Ça ne sera pas qu'un cahier de revendications, même si ça, c'est incontournable. Merci, M. Bourque. Est-ce qu'une des autres commissaires voulait rebondir? Moi, je voulais dire, c'est sûr que ce n'est pas une démarche gouvernementale qui s'amorce ici.
on a quand même informé l'État de ces actions-là. Et éventuellement, le sérieux de la démarche va faire en sorte aussi que les recommandations qui vont émaner des rapports puissent être pris en considération justement par ces acteurs-là qui ont quand même une certaine influence sur les devenirs et les orientations qui vont se dégager, mais il reste qu'on trouve important qu'ils soient informés de cette démarche-là. Merci. Oui, Madame Aymon. J'ajouterais que quand il y a une mobilisation forte avec des consensus largement portés, ça m'étonnerait qu'on n'ait pas les oreilles ouvertes dans les milieux décisionnels, parce que ce n'est pas parce que nous avons simplement recueilli, c'est parce que nous serons aussi la force du nombre qui demande ces nouvelles orientations collectives. Et il me semble qu'après, ce sera le travail de toutes les parties prenantes de pousser le rapport ou les recommandations pour que les oreilles des décideurs du milieu de l'éducation, qui a des choses à voir là-dedans, du propre milieu du travail social, fassent les choses comme on souhaite qu'elles soient faites et le plus rapidement possible. Merci, Madame Aymon. Alors, nous retournons dans les questions et réponses. Quelqu'un dit, il n'aurait pas été intéressant de faire union avec les psychologues qui sont près du social. Qui va répondre à cette question? Je pense que je vais retourner la parole à M. Malenfant. Oui, bien, écoutez, c'est une très bonne question. Vous savez, donner un exemple, en France, il y a 1,2 million de personnes qui s'identifient au travail social. Ça représente à peu près 15 champs de pratique qui ont tous leurs particularités, mais c'est quand même beaucoup de monde. Au Québec, ce qu'on a de particulier, c'est qu'on a le Code des professions qui vient organiser l'ensemble des services. Bon, c'est soit du côté des ingénieurs, etc., mais au niveau de la santé, le collège des médecins, l'ordre des infirmières et tout ça. Et quand on arrive dans le social pris au sens large, il y a bien entendu les psychologues, il y a bien entendu les psychoéducateurs, psychoéducatrices, les criminologues, les sexologues, les conseillers d'orientation, qui jouent un rôle, même les ergots, à un moment donné, thérapeutes, ont un rôle à jouer. Donc, tous les ordres, toutes ces professions-là ont été invités au lancement aujourd'hui et ils sont sollicités à participer. Alors, ça va être à eux de regarder, effectivement, le rôle qu'ils peuvent jouer là, dans le cadre de cette démarche-là. Il est entendu qu'il y a un certain psychologue qui considère davantage être dans le domaine de la santé, puisque c'est la santé mentale, en fait, mais de façon générale, on peut effectivement considérer le travail des psychologues dans le vaste champ du travail social. Merci, M. Malenfant. Je suis à regarder. Marjolaine Goudreau du Récif participera à cette démarche. Bien, merci beaucoup, Mme Goudreau. Un organisme de défense de droits pour le travail social au Québec. Donc, c'est le fun de voir qu'on a quelqu'un de mobilisé déjà. Excellent. On a une autre question. Bon, pourquoi est-ce que l'ordre qui paye et nous comme TS, alors que cela concerne la société plus largement? Bien, je peux peut-être lancer une possible et potentielle réponse et sinon, M. Malenfant va compléter. Je dirais que moi, j'étais très fière quand l'ordre m'a approché pour dire qu'il était pour lancer ces États généraux-là. Et encore plus fière de voir comme praticienne, et j'ai pratiqué quand même pendant plusieurs années, une trentaine d'années,
qu'on était capable d'initier une réflexion qui a une portée large pour la société québécoise. Puis je pense que c'est vraiment, en fait, à tout honneur, excusez mon anglicisme, mais de l'ordre de vouloir ouvrir ainsi plutôt que de regarder au niveau d'une profession et une profession qui a besoin aussi d'être regardée et de faire valoir évidemment ses besoins, mais plus largement dans la société, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour faire avancer les choses pour nos citoyens. Donc, est-ce que M. Malenfant, vous voulez ajouter? Bon, écoutez, à partir du moment que l'idée a germé au conseil d'administration, au comité de direction, puis on en a parlé à la dernière Assemblée générale, puis j'en parle régulièrement lorsque je prends la parole publique. On veut créer vraiment un mouvement de réflexion et de mobilisation pour faire le point. Qu'est-ce qui se passe présentement dans les services sociaux au Québec? Qu'est-ce qui se passe présentement dans le travail social au Québec, au sens large? Regardons ce que je vous ai présenté tout à l'heure. La situation est très difficile là, pour les milieux, les personnes qui n'ont pas toute la chance d'avoir des emplois avec des bons salaires, etc., etc. La situation est très difficile au Québec et on est dans un tournant important concernant les politiques sociales. Nous avons juste regardé là, le projet de loi qui est déposé, la réforme du ministre Dubé, là, ça va avoir des impacts importants et ça va être nécessaire qu'on en parle pendant les consultations de tout ça. Donc, quand on a fait émerger le projet, on a senti de l'enthousiasme. Maintenant, il apparaissait nécessairement la question, bon, mais comment on va financer ça, tout ça? Et est-ce qu'on allait partir avec notre... je dirais, la quête pour aller voir, bien, pouvez-vous, vous autres, donner un petit coup de main, puis un autre, puis tout ça. Là, à un moment donné, là, vous voyez, lorsqu'on serait retrouvé avec une démarche de trouver des fonds, en fait, qui auraient demandé beaucoup d'énergie. Alors, on a décidé de le financer par le budget de l'Ordre parce qu'on joue quand même un rôle de premier plan quand on parle de travail social au Québec et on a une certaine capacité financière pour le soutenir. Maintenant, tout le monde là, qui le désire, qui veulent contribuer, là, peuvent effectivement sortir leur chéquier. Là, ça va être le bienvenu. Peut-être je mentionnerai la réponse de M. Montmarquette dans le chat. Il dit « La question de la protection du public est au cœur du mandat de l'Ordre. Je crois que c'est l'objet même de cette démarche. » Donc, M. Montmarquette, merci de votre intervention aussi. Maintenant, nous avons des questions sur les impacts des États généraux d'il y a 25 ans. Donc, moi, je n'étais pas là dans cette démarche. J'imagine que M. Malenfant l'était. Non, je ne l'étais pas dans la... écoutez, je m'en rappelle vaguement parce que j'étais plus jeune, puis bon, écoutez, j'étais moins intéressé là, par le sort du travail social et tout ça, mais c'est un travail qui a été fait vraiment à l'intérieur de l'Ordre, dans les équipes de coordination régionale partout. Alors, écoutez, j'ai relu en fin de semaine le cahier thématique et aussi le rapport. Et je vous donne un exemple. Là. Il y a une catégorie d'orientation. On parlait pas de recommandations, on parlait des orientations. L'Ordre s'engage à court terme à définir le champ des évocateurs de profession. Alors, vous savez, on n'avait pas de champ identifié, on n'avait pas d'acte réservé. Tout le travail qui a été fait, on a été des leaders là-dedans pour le PL 21, pour faire en sorte qu'il soit déterminé que, et c'est inscrit dans le Code des professions, que notre champ d'évaluation du fonctionnement social et avec des champs d'exercice particuliers, des actes réservés. Donc, c'est quelque chose qui était aux États généraux de 98. C'est la question de l'identité professionnelle également. Maintenant, il y a beaucoup plus d'identité professionnelle. On sait ce que les membres de l'Ordre font, doivent faire dans les différents champs d'exercice et tout ça. Puis là, il y avait toutes des questions aussi là, pour répondre aux besoins des membres, avoir une meilleure communication là, et tout ça. On parlait également de jouer un rôle social plus important. Et ça, moi, je le répète continuellement. L'Ordre, comme mandat de la protection du public, c'est ce que le législateur a donné dans le cadre du Code des professions.
mais l'ordre, dans son rôle social, on parle du social. Je le répète constamment, l'ordre des dentistes s'intéresse à la santé dentaire, les architectes s'intéressent aux enjeux d'architecture. Alors, ils vont prendre la parole dans la société sur ces choses-là. Alors, nous, enfin, notre intérêt de base comme ordre, en plus de protéger le public, c'est les enjeux sociaux. Alors, donc, c'est ce qui était mentionné, entre autres, dans le rapport, et je pense qu'on le joue de plus en plus. J'ai régulièrement, lors de projets de loi, lors de politiques gouvernementales, je prends la parole pour soulever les enjeux sociaux. Demain, je m'en vais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai déjà des entrevues de placés un peu partout. Alors, je vais être très présent pour faire part des enjeux sociaux et de tout ça. Donc, moi, je considère qu'on a comme 75% des recommandations de 98 qui ont été mises en place depuis. Merci. Et c'est très rassurant. Donc, je pense qu'on a répondu aux questions, en fait, de Marc Boily, qui demandait justement si on avait fait un bilan des recommandations depuis la dernière fois qu'on a fait des états généraux. Est-ce qu'on a Madame Lindsay Marcelin ou Monsieur? Peut-être vous pouvez écrire votre question à ce moment-là dans la question-réponse. Malheureusement, on ne semble pas être capable de vous donner le micro. Madame Cormier, le but est de montrer une mobilisation avec des arguments largement partagés pour influencer les organisations et le gouvernement. La question aux participantes, croyons-nous aux actions collectives bien argumentées? Moi, oui. Mais je vais vous inviter à faire aller vos thumbs up, vos cœurs, ce que vous voulez, si vous êtes d'accord avec Madame Cormier qu'avec des actions collectives, on est capable de faire un changement social. Là, vous me rassurez, OK, il y a pas mal de cœurs qui montent, des thumbs up, même des petits bonhommes qui fêtent et ainsi de suite. Donc, je pense vraiment, et Mme Aymon l'a dit tantôt, que c'est la mobilisation qui fait avancer les choses dans la société. Hein. Michel Salvaille dit que c'est essentiel que les organismes communautaires se considèrent partie prenante de cette démarche et non juste une démarche pour ceux qu'on dit les professionnels du travail social. Puis à cet effet, il faut s'assurer que les conseils de développement social qui regroupent les organismes communautaires régionalement du plus petit au plus grand soient mis à contribution. J'ai vraiment envie de céder la parole à Nadia Cardin. Nadia. Oui, merci Leslie. Effectivement, je pense qu'il faut une mobilisation des acteurs de la société civile, du milieu communautaire, développement social, du milieu municipal, tous ceux qui sont concernés par la question. Puis au collectif, c'est pour ça qu'on s'implique au cœur de cette démarche-là. On trouve que c'est important qu'on fasse les liens, qu'on se mobilise, qu'on partage l'information, puis que tous ces acteurs soient partie prenante de cette grande démarche-là des États généraux en travail social. Et merci, Nadia. Madame Hill, oui. si vous permettez, moi, j'ajouterais que les rencontres thématiques vont être l'occasion pour ces acteurs-là des autres milieux que Madame Cardin vient de mentionner, d'entrer en dialogue aussi directement avec les praticiens du travail social. Donc, je vous invite à diffuser là, ces invitations à s'inscrire aux rencontres thématiques. Merci, Madame Flon. On a Martin Adam qui dit « J'encourage tous les intervenants sociaux et intervenantes sociales des régions du Québec à participer à cette démarche pour valoriser la place du travail social. Puis en Abitibi-Témiscamingue, on mobilise les étudiants et étudiantes du Cégep et de l'UQAT dès demain. » Et merci, M. Adam, qui est prêt à prendre le même engagement. Faites aller vos mains, vos thumbs up, vos cœurs, parce qu'on a besoin de vous pour mobiliser les gens pour qu'ils participent. Ah ben là, vous nous rassurez. Merci, on voit passer tous les petits sigles et on sait que vous êtes là. Puis on ne peut pas faire ces états généraux sans vous. On va retourner dans la question-réponse. Il y a quelqu'un qui s'inquiète du phénomène actuel d'embauche massive d'agents de relations humaines par manque de travailleurs sociaux.
un impact important présentement sur le moral des travailleurs sociaux et une lourdeur supplémentaire sur les TS. Moi, j'ai envie de vous dire, ça fait partie de ce que vous pourriez très facilement expliquer si vous venez dans une des consultations. Je pense que ça va être important que vous nommez ces enjeux-là. Donc, n'hésitez pas à les nommer. Là. Il y a vraiment des modalités de consultation qui sont mises en place pour ça. Quelqu'un d'autre, Marie-Ève Vigneault, pour faire suite à ce que M. Bourque vient de nommer, mais ça doit faire quand même un petit bout que M. Bourque a dit ça, mais suite à son intervention, Marie-Ève se questionnait sur la définition des postes en travail social au sein du réseau, sont formulés pour avoir des praticiens généralistes et non des travailleurs sociaux. Puis est-ce que ces impacts plus pratico-pratiques sur l'impact de la pratique des TS au sein du réseau sera pris en compte? Encore une fois, je pense que vos préoccupations doivent faire partie des consultations. Donc, n'hésitez pas à faire part de ces préoccupations-là dans les différentes modalités de consultation qui sont mises à votre disposition. Jeff Begley, oups, je viens de le perdre, parle de la réforme de la santé et des services sociaux et se demande est-ce que le début des consultations dans le cadre des États généraux pourrait être soumis au gouvernement sur la réforme proposée. Puis il s'inquiète un peu que ça va être probablement terminé avant la fin des États généraux. Bien, M. Begley a raison. En fait, c'est deux démarches complètement distinctes. Peut-être je pourrais céder la parole à M. Pierre-Paul Malenfant pour ce qui est du projet de loi 15 et ce que l'Ordre est en train de préparer. Bon, écoutez, le projet de loi 15, c'est quelque chose de majeur. Il y a toute une équipe à l'Ordre là, qui travaille présentement avec des consultants externes là, pour... Écoutez, là, c'est 300 pages, c'est 1200 articles à peu près, là, et c'est un changement majeur, c'est un bouleversement majeur là, que va connaître le réseau de la santé et des services sociaux, là, qu'on connaît depuis les années 70, depuis les années 70. Et vous savez, le modèle québécois, là, hein, à savoir qu'on a, nous, et la santé et les services sociaux dans une même organisation. On n'a pas ça ailleurs au Canada, on n'a pas ça ailleurs aux États-Unis. C'est très particulier au Québec. Donc, c'est un modèle, je pense, qui peut être prometteur. Et le projet de loi, il couvre très, très large et il fait une grande place, entre autres, au privé. Il y a tout un processus d'hyper-centralisation. Écoutez, moi, quand j'étais à l'université, j'ai étudié, en des années 80, là, ça ne me rajeunit pas, j'ai étudié l'organisation du réseau de la santé et des services sociaux à l'époque. Et savez-vous combien il y avait d'établissements au Québec? Tout près de 1200. Tous avec un conseil d'administration autonome, avec un comité de direction, avec des équipes. Ces établissements-là étaient dans les villages, dans les communautés, et c'était les gens de la communauté, de la place, qui s'en occupaient de ces réseaux-là, de ces services-là. Et on a vu des réformes qui font en sorte que, bon, avec les réformes actuellement en place, il va y avoir un établissement. Alors, c'est majeur. Il y a maintenant quelque chose d'intéressant. Des fois, on dit, est-ce que ça donne, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, est-ce que ça donne, là, les autres qui prennent des décisions, ne consultent pas et tout ça? Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Mais moi, je peux vous dire que depuis que je suis à la présidence, c'était dans mon programme à la présidence, à savoir qu'on avait besoin dans le réseau de la santé et des services sociaux, malgré tous les défauts qu'il peut y avoir, on avait besoin d'une direction des services sociaux. Il y avait une direction des services professionnels qui concerne les médecins, une direction des soins infirmiers qui concerne les infirmières. Et moi, j'ai toujours levé le drapeau, je l'ai dit sur la place publique, je l'ai dit quand j'ai rencontré les ministres, de dire ça n'a aucun sens, c'est un pilier du réseau de la santé et des services sociaux, les services sociaux, enfin, et il n'y a pas de direction qui s'en occupe. Ben, allez voir les articles 271, 273 à 281 dans le projet de loi. Il va y avoir dorénavant une direction multidisciplinaire des services sociaux et un conseil multidisciplinaire des services sociaux qui est prévu. Et là, je ne veux pas dire que ça, c'est wow, vive le projet de loi. C'est juste un élément qui fait en sorte que quand on sème des graines et qu'on revendique, on arrive des fois à obtenir des choses et je pense que ça, c'est un plus. Alors, c'est sûr que le projet de loi va être adopté avant la fin des États généraux, mais déjà, nous, on est en train de préparer un mémoire, on va être sur la place publique et il est libre à tout le monde de prendre la parole. Je répète souvent, mais je ne vais pas allonger la rencontre, mais je me rappelle de Monique Bégin, qui était une ancienne ministre là, fédérale, qui était au cœur de la loi sur la santé au Canada, travailleuse sociale.
Et à un moment donné, elle disait, les travailleurs sociaux, n'ayez pas peur de prendre la parole, la population compte sur vous. Alors, je reprends ces paroles. Prenons la parole, tout le monde qui se sent concerné par le travail social. Levons la tête, ayons les discussions, les débats qu'il nous faut pour faire en sorte qu'on puisse façonner le travail social. Merci, M. Malenfant. Marie-Claude Carrier, j'espère que je vous débaptise pas, Mme Carrier, demande quel est notre rôle dans l'enjeu important vers le privé en santé et services sociaux quand moi-même, je priorise mon bien-être et celui de ma famille en quittant le public pour le privé. Donc, je pense que ça aussi, c'est un thème qui doit être discuté dans le cadre des consultations. M. Montmarquette a mentionné évidemment en fait, cet enjeu, parce que c'est un enjeu social, hein? Puis c'était vrai pour les infirmières, maintenant c'est de plus en plus vrai pour d'autres professions, dont la profession du travail social, et ça doit être discuté, je pense, dans les différentes modalités de consultation. Quelqu'un d'autre dit « Comment croire que le gouvernement sera sensible aux problèmes sociaux alors qu'il en a fait fi, se fiant aux suggestions de McKenzie au nom de l'urgence sanitaire? » Donc, cette personne aimerait avoir notre confiance, mais quelqu'un d'autre dit, Marie-Josée Lévesque, « Je crois que c'est difficile de connaître quels seront les impacts, mais une chose que je sais, c'est que si on ne fait rien, puis ça vient de changer sur mon écran, si on ne fait rien, où est-elle? C'est disparu avant que je finisse de lire. Mais si on ne fait rien, il n'y a rien qui va changer. Hein? Donc, c'est vraiment un appel à la mobilisation de tous. Je regarde l'heure qui file, c'est déjà 13h28. Il nous reste 2 minutes à notre webinaire. Donc, je veux vraiment remercier tout le monde qui a été présent aujourd'hui. Puis, on ne peut pas insister assez sur l'importance que chacun d'entre vous, dans les différentes régions du Québec, dans les réseaux, avec vos collègues de travail, avec vos partenaires, que vous puissiez parler de ces états généraux. Et je suis plutôt d'accord avec la dernière interlocutrice. On ne peut pas être certain que tout va être pris en compte par le gouvernement, mais on peut certainement être certain que si on ne fait rien, il n'y arrivera rien de bon pour le travail social. En fait, ça n'arrive pas tout seul, le changement. C'est ça mon message. Donc, on a besoin de chacun d'entre vous pour vraiment participer. N'oubliez pas de nous suivre en ligne. Il y a toutes sortes d'outils à votre disposition. Il y a le site des États généraux. Vous pouvez nous suivre dès maintenant sur la page Facebook des États généraux et le compte Instagram et évidemment vous inscrire aux différents dispositifs de consultation. N'oubliez pas d'en parler avec les usagers parce que c'est important d'avoir leur voix dans cette démarche. Et je voudrais finir en remerciant des personnes qui ont travaillé derrière scène pour préparer les États généraux et le lancement, particulièrement Marilyn Rock, Geneviève Cloutier, les équipes de l'INM qui ont fait un travail vraiment extraordinaire et de l'ordre. Je suis certaine qu'il y a beaucoup plus de gens que je n'ai pas pu nommer aujourd'hui, mais merci de votre engagement parce que c'est vraiment ensemble qu'on va faire la différence qu'on veut voir dans notre société. Donc, bons États généraux du travail social à tous, à chacun, chacune. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. Bonne fin de journée et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonjour. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.